Arraché au régime militaire de Moussa Traoré, après d'âpres combats, la liberté d'expression, plus de 3 décennies écoulées, poursuit son petit bonhomme de chemin. Que de chemin parcouru, avec des hauts et des bas, mais aussi des avancées majeures. À la rédaction de Mali Online, nous avons voulu faire un document inédit avec quelques grands acteurs de la presse malienne. Pour ce faire, nous commençons notre document par la cérémonie d'ouverture de la Semaine nationale de la liberté de la presse. Toute une symbolique, puisque les acteurs de la profession ont bien voulu dédier cet événement en la matière principale de notre corporation, l'information, en la prenant comme un bien public. Cette cérémonie qui a regroupé toute la crème de la presse malienne se déroule pendant une semaine. Au sortir de celle d'aujourd'hui, nous avons échangé à bâton rompu avec certains acteurs de la presse publique comme privée, et cela sur l'état des lieux de la presse malienne, les difficultés, mais aussi les perspectives. Tout d'abord, parlant de l'état des lieux, nous avons rencontré l'un des doyens du domaine en la personne de l'Almami Samouri Touré, président du groupe Liberté, Télévision et Radio, et fondateur de la première radio libre commerciale du Mali. Il y a eu la bataille pour la liberté et je salue les morts, qui sont des gens qui sont tombés, qui sont morts pour cette liberté-là. Et ensuite, il y a eu la conférence nationale qui a permis à tous les acteurs du pays de défendre le domaine dans lequel ils travaillent, notamment la presse. J'avoue que beaucoup de gens qui se sont battus pour la presse, qui à l'origine, ils n'étaient pas des journalistes, parce qu'ils avaient vraiment besoin qu'il y ait une liberté totale. Dans un pays qui rentre dans le processus démocratique, s'il n'y a pas de presse, il n'y aura pas de démocratie. Heureusement pour nous, les résolutions de la conférence nationale nous a permis de faire des journées nationales de l'information et de la communication. Ces journées, avec l'aide aussi de certaines ONG, ont permis quand même de proposer au gouvernement des textes qui permettaient d'avoir le cadre législatif et réglementaire. Et c'était quand même pas facile à l'époque de passer d'une dictature à la démocratie. Les esprits n'étaient pas là. Et même au niveau des fonctionnaires de l'État, ils ne s'attendaient pas tout de suite à ce qu'il puisse y avoir une liberté de la presse presque totale. Bon, donc ces combats ont été menés et le Mali était vraiment à l'avant-garde. On était pratiquement devant tous les pays de la CEDEAO, puisqu'il y avait des radios dans certains pays, mais la liberté dont nous, on jouissait, et tous ces pays n'avaient pas ça. Pour exemple, j'étais à l'époque président de l'Union des radios et télévisions libres du Mali. L'Institut Panos m'a demandé d'aller au Sénégal pour faire l'exposé sur l'expérience malienne dans le domaine de la liberté de la presse. Et j'ai été là-bas accueilli par vraiment nos collègues de là-bas parce qu'ils ont vu que le Mali, c'est par le combat qu'ils ont pu acquérir cette liberté. Et moi, je les ai fait savoir qu'il y a les textes qui sont là, mais il faut que les acteurs eux-mêmes se battent. Parce qu'il y a beaucoup d'embûches. Quand vous constatez dans le cadre du Mali, nous avons pu avoir un cadre législatif et réglementaire. Nous avons pu avoir l'organe de régulation de la presse doté de pouvoirs de décision. Mais jusqu'à présent, nous, en tant que professionnels, nous ne sommes pas satisfaits de l'application, en tout cas de ce qu'on fait, de l'esprit de la loi
que nous avons contribué aussi à mettre en place. Même son de cloche chez le tout nouveau directeur de l'ORTM, non moins ancien grand journaliste de la même chaîne publique, Alassane Diombélé Eric. L'histoire de la liberté de la presse au Mali se conjugue avec l'histoire de la démocratie à partir des années 90. Et vous le savez, après ces ères de démocratie, avec tout ce qu'on a connu comme mouvement, cela a entraîné également la liberté de la parole, donc la liberté de la presse. Au départ, on avait quelques parutions, certaines parutions qui paraissaient dans la clandestinité. Il y avait juste quelques radios également qu'on bricolait ça et là. Mais aujourd'hui, force est de constater que nous avons suffisamment le nombre. Nous sommes aujourd'hui à peu près à plus de 450 radios, selon les chiffres établis par l'Union des radios et télévisions libres. Nous sommes également à environ 200 parutions, selon l'ACEP. Nous avons une quarantaine de télévisions. Nous avons également beaucoup de représentants de la presse en ligne. Une floraison au niveau de la presse en ligne. Donc ça montre les degrés que nous avons aujourd'hui dans le cadre de cette liberté de la presse. Mais est-ce que forcément le nombre signifie la qualité? Ça, c'est la grande interrogation. Il faut reconnaître que dans la profession aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes qui, par manque de boulot ailleurs, se sont retrouvés comme journalistes, comme cadreurs, comme vidéastes. Donc nous sommes aujourd'hui envahis par, entre guillemets, si vous me permettez les termes, les tout venants. Et c'est la raison pour laquelle je dis qu'il y a une nécessité aujourd'hui d'assainir le secteur pour qu'on puisse avoir au Mali une presse vraiment digne de ce nom. Faisant suite à ces deux rencontres, nous nous sommes rendus à la maison de la presse où nous avons rencontré Bandjoukou Daounté, le premier responsable sur la question. La presse malienne se porte tant bien que mal. Elle se caractérise par une diversité, par un dynamisme, mais elle connaît aussi des insuffisances. Insuffisances provoquées par le non-professionnalisme de certains et en même temps des dérapages, hélas, que nous déplorons, que nous constatons souvent. Et c'est une presse également qui connaît beaucoup de difficultés, notamment économiques et financières. Tour à tour, nous avons rencontré quelques grands acteurs clés du milieu qui nous ont aussi donné leur état des lieux. À commencer par Alexis Kalambéry. La presse est, je pense, celui qui paie le lourd tribut à l'insécurité, à la Covid et à l'instabilité politique au Mali, en ce sens qu'elle n'a pas de soutien, la presse malienne. Elle est ballottée à tout vent à cause de l'insécurité, à cause de la crise, à cause des partis politiques. Bref, nous sommes dans une zone de turbulence dont il faudrait une vraie prise en main pour qu'on s'en sorte. L'état de lieu est très mitigé. Faire l'état de lieu de la presse au Mali me semble être laborieux parce que la presse malienne est née dans un contexte politique, le contexte du mouvement démocratique, le contexte du pluralisme politique. Donc la presse a accompagné le mouvement démocratique pour arracher la démocratie. Donc au début, on avait une presse engagée, une presse militante, il faut oser le dire, une presse aussi politique. Parce que le premier journal privé de la presse à l'époque, Les Échos, c'est le journal du président Konaré. Après, elle a évolué pour aller vers un professionnalisme avec la maison de la presse, dirigée à l'époque par Sadou Yatara. Vraiment, les journalistes ont eu droit à beaucoup de formations sur tous les thèmes, sur tous les genres rédactionnels, parce que ceux qui étaient venus dans la presse dans les années 90-91 n'étaient pas forcément des journalistes professionnels. C'était des gens sortis de grandes écoles qui sont venus dans la presse
et qui ont fait de leur mieux. Donc après ça, nous avons vu la presse envahie par tout le monde, par des chômeurs, par des gens souvent qui n'ont même pas le niveau. Et c'est ce qui a fait tomber à un moment donné le crédit et la réputation de la presse. Aujourd'hui, effectivement, nous commémorons les 30 ans de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Donc, je pense que pour le programme de cette année, c'est suffisamment étoffé. À la cérémonie d'ouverture aujourd'hui, nous avons eu droit à des messages de plaidoyer. Nous avions eu droit à des messages de mémoire, de gratification, de gratitude et d'humilité par rapport à ceux qui ont payé le prix le plus cher pour que nous puissions aujourd'hui jouir d'une certaine liberté et de pluralisme par rapport aux médias au Mali, en Afrique et dans le monde. Je peux dire qu'aujourd'hui, c'est un sentiment mitigé d'honneur, de gratitude et aussi de devoir à relever. Mon regard sur la presse, de façon générale au Mali, en particulier la presse en ligne, c'est un regard un peu passable parce que, il faut le dire, sur le plan quantitatif, nous, la presse malienne a relevé les défis. Aujourd'hui, nous comptons 400 radios, 213 journaux, une quarantaine de sites d'information et plus d'une vingtaine de télés. Sur le plan quantitatif, le pluralisme des médias, au Mali, nous avons relevé les défis. Mais sur le plan qualitatif, nous avons du chemin à faire. Il faut le dire, comparativement à nos pays voisins, précisément la Côte d'Ivoire, si tu pars là-bas, tu verras que les médias, les journaux sont des journaux de qualité. Les télévisions privées qui ne dépassent pas 5 ou 24 sont des télés de qualité. Et nous, les Maliens, on a besoin aujourd'hui d'améliorer beaucoup nos entreprises de presse, aller vers un groupe de presse. La presse au Mali a beaucoup évolué, beaucoup, surtout quand on regarde ces 10 dernières années. Vous voyez que la façon classique de donner l'information, c'était radio-télé. Vous avez vu qu'on a beaucoup de chaînes de télé privées. La haute autorité de la communication est en train de donner des autorisations à des chaînes privées d'émettre. Et ces chaînes également s'exportent vers l'international. Des chaînes qui sont sur Malivision, multicanal. Et l'autre façon de donner l'information via Internet, c'est la web TV, la web radio ou encore les sites Internet qu'on avait. Mais il y a peu de web TV, mais il y en a également. La web radio également, on n'en a pas beaucoup, mais c'est un monde qui évolue. Et tout ça, c'est à l'effigie des hommes de médias qui persévèrent, qui sont en train de donner plusieurs façons d'informer les gens, donner des informations également. La presse malienne traverse toujours des difficultés énormes. Précarité, manque de reconnaissance, manque de professionnalisation. La situation est catastrophique. Et les acteurs qui sont nous, le gouvernement et les instances de régulation, aujourd'hui, ne se parlent pas pour ensemble voir comment faire évoluer les choses. Nous sommes en retard sur tout. Pour gagner de l'argent aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Pour que la presse gagne de l'argent aujourd'hui, ce n'est pas la même chose qu'il y a 10 ans. Ce changement-là, nous devons vraiment nous muter vers ce changement-là, de manière à ce que nos presses soient aptes à faire face à ce qu'aspire la population. Mais malheureusement, les moyens nous manquent, les cadres législatifs n'y s'y prêtent pas, les moyens matériels n'est pas là, le professionnalisme. Et la presse aujourd'hui, aucun patron de presse peut dire aujourd'hui, alhamdulillah, moi je gagne bien ma vie. Non. On est obligé de vivre au jour. Donc, sincèrement, je ne vois pas à court terme quelque chose qui peut aujourd'hui, sans un changement fondamental, nous permettre vraiment de voir les meilleurs jours. Ça, je peux le dire. Et il y a eu l'aide de la presse que le président Alpha Omar Konaré avait mis à la disposition. À l'époque, il n'y avait que 3 radios pour 200 millions
Et il y avait le RTM, il y avait... Mais là, il y a 400 radios, plus les télévisions, plus d'autres choses. 200 millions, c'est quoi? C'est rien. Nous-mêmes, hein, vraiment, ces 200 millions, ils peuvent les mettre de côté pour permettre à un changement, pour permettre aux radios et aux télévisions de leur doter des moyens technologiques de manière à faire face à leur travail. Et ça peut leur permettre de gagner de l'argent par leur propre sueur que de tendre la main. Et au jour d'aujourd'hui, chaque patron de presse, si tu n'es pas capable d'être quelque part pour chercher de l'argent, pour faire face fin de mois, ça va être très très difficile si on veut vraiment, comme nous le faisons ici, difficilement, faire que notre travail et gagner de l'argent pour payer le personnel, l'électricité et les loyers, c'est très très difficile. Très très difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, mais très très difficile. On travaille dans la médiocrité, dans les difficultés et dans un désespoir total. J'ai fait appel encore une fois au gouvernement de transition, aux professionnels de la presse, à l'instance de régulation, de prendre au sérieux le cas de la presse malienne. Il y a toujours des violations de l'éthique et de la déontologie par-ci et par-là. Les partis politiques qui reçoivent beaucoup d'argent ne font pas le boulot. La presse qui n'en reçoit presque rien, parce que même le peu réservé pour la presse se rétrécit chaque année comme une peau de chagrin. Donc la presse, malgré ses difficultés, malgré la précarité des journalistes, je pense, elle fait de son mieux. Force est de reconnaître qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées en 2020-2021. Nous avons des confrères enlevés. Le dernier cas remonte à ce mois-ci au centre du pays. Un homme de radio, juste après une émission, a été enlevé chez lui. Ça s'est passé précisément à Douanzan, dans la région de Mopti. Et à Studio Tamani, ici, on a un correspondant également à Douanzan, toujours dans la même localité du nom de Hamadou Nyalibouli, qui est porté disparu depuis septembre dernier. Et n'oublions pas notre collègue Birama Touré, également, depuis 2016. On est en train de se demander, est-il mort, est-il vivant? Et sans oublier qu'il y a des hommes de médias également qui ont été agressés, bastonnés. Malgré ce tableau un peu noir, il y a également des choses qui émergent. Quand on voit la jeune génération qui travaille, ça donne de l'espoir pour ce métier-là. La disparition de Birama remonte à un moment. Pendant longtemps, le débat a été vicié par le politique. Je pense que maintenant, puisqu'il n'y a plus de politique dedans, on peut sereinement chercher à savoir. C'est un drame pour sa famille, pour la corporation. Il est important qu'on sache quel est le sort qui lui a été réservé et par qui. Je pense que tant que cela n'est pas réglé, l'État et les autorités nous restent redevables. Au-delà du cas de Birama, vous avez eu des enlèvements, vous avez eu des tortures, vous avez eu des prises d'otages de journalistes. Il faut que l'État s'implique pour que le journaliste soit respecté dans son travail et dans sa mission quotidienne. Birama est introuvable, il y a eu d'autres cas d'enlèvement et malheureusement on ne sait pas encore où ces gens sont. C'est l'occasion vraiment d'interpeller les pouvoirs publics, notamment les autorités de la transition, de tout mettre en œuvre pour pouvoir faire la lumière sur ces affaires effrayantes. Après ce parcours de combattant, j'en sais de beaucoup de difficultés. Pour une amélioration de la situation, les acteurs nous donnent leur avis. Pour le bien-être de ce secteur, il faut qu'on arrive à améliorer les textes. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que les textes soient adaptés aux réalités du moment, en prenant en compte les statuts du journaliste, en prenant en compte la réglementation de la presse en ligne. Si ces différents aspects sont pris en compte, je suis convaincu qu'on peut améliorer non seulement la liberté de la presse et la liberté d'expression, mais on peut contribuer aussi à mettre un frein au dérapage que nous constatons. Il faut qu'on ait le courage
de faire la différence entre les vrais journalistes, les animateurs et tous ceux qui nous accompagnent dans cette profession. Tant qu'on ne va pas vers ça, ce serait très compliqué de pouvoir faire le distinguo entre ceux qui ont réellement étudié le journalisme et ceux qui sont dans la profession pour faute de n'avoir pas eu autre chose. Et aujourd'hui, dans la profession, on a des tout venants, permettez-moi le terme, malheureusement. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'on ait le courage de légiférer et de prendre des décisions très fortes. Aujourd'hui, je sais qu'au niveau de la HAC, on essaie de moraliser le secteur en prenant certaines décisions, mais ça ne suffit pas, il faut aller au-delà. Et je crois qu'aussi, il y a lieu d'inviter les confrères et les patrons de presse d'aller vers des groupes de presse. Des groupes de presse où on peut retrouver, par exemple, moi je peux avoir mon journal, quelqu'un d'autre, on peut se regrouper, former un groupe puissant avec des professionnels vraiment pour avoir un produit de qualité. Vous savez, il y a la gageure au Mali, c'est le soutien à l'entreprise de presse. Il faut que l'État aide les entreprises de presse à se structurer, à être de vraies entreprises de presse pour que de cette façon elles puissent résister aux vicissitudes de la vie, qu'elles puissent résister à des crises comme celles que nous connaissons, mais surtout qu'elles ne soient pas tributaires et des partis politiques et même des subventions, des maigres subventions et subsides que l'État peut accorder. Le vrai danger, enfin le vrai défi, c'est de faire des vraies entreprises de presse. Vous savez, le secteur de la presse est celui qui résorbe le plus de chômage. Vous avez beaucoup de jeunes qui trouvent dans la presse leur premier emploi dès qu'ils quittent l'université. Vous avez le secteur de la presse est celui qui ne demande pas d'expérience professionnelle pour que les gens viennent, de sorte que beaucoup de gens font leurs premières armes dans la presse avant de retourner à leurs premières amours. Donc ça, c'est à prendre en compte par l'État dans les politiques pour vraiment soutenir la presse. Malgré les solutions préconisées et le nombre d'années écoulées, le chemin conduisant à une presse de qualité est bien loin et joncé d'embûches. Cependant, des lueurs d'espoir existent s'il y a la volonté manifeste au niveau des acteurs et du pouvoir public.